Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Nous voilà donc, après l'enregistrement de l'émission du 8 septembre à l'École alsacienne, nous voilà donc, après cette émission, avec notre public pour la séquence traditionnelle d'échange que nous appelons le BADA et que nous diffusons sous ce nom. Je rappelle que c'est le nom que dont Jean-François Revel rappelait qu'il était celui du supplément que les marchands de glace étaient tenus d'offrir à leur clientèle à Marseille. Nous avons donc traité successivement de l'actualité du Brexit et de la vie parlementaire britannique et de la rentrée scolaire et des réformes Blanquer. Et c'est donc sur ces questions qu'avec Lucille Schmitt, Richard Verly et Michaela Wiegel, nous sommes prêts à répondre en commençant par la première pour laquelle le micro vous est tendu. Là-haut, Benoît Hurtel, là, madame, non, 3 questions. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Merci beaucoup. Une question un petit peu sur une passerelle entre les deux sujets que vous avez traités et un peu entre le rapport qu'on pourrait faire entre le populisme et l'éducation. Et je voudrais juste en fait avoir votre avis sur le fait que, est-ce que le rôle d'un système éducatif, de quelle façon le rôle d'un système éducatif peut aussi intervenir, on va dire, dans la formation citoyenne? Est-ce que ça peut être un rempart au populisme? Je me fonde justement sur un pays comme le Royaume-Uni qui, quand même un pays, on va dire, éduqué. Vous avez parlé de l'éducation de la classe politique, c'est quand même pas neutre. Je me réfère aussi beaucoup à un pays qui m'est particulièrement cher, qui est l'Italie, qui est quand même un pays où il y a une éducation et une culture. Quand je dis éducation, j'ai aussi envie d'inclure la culture et de réfléchir un petit peu, enfin comme ça, d'avoir votre sentiment sur le fait et sur comment la culture et l'éducation, et les deux ensemble si possible, est-ce que ça doit aussi être un rempart à la démagogie, au populisme, voilà. Michaela Wiegel. Un petit peu de cet ordre-là. Merci. Moi, j'ai envie de vous recommander un article écrit par un journaliste du Financial Times, Simon Cooper, qui a étudié un peu le système des public schools, qui sont tous, mais pas publics, c'est-à-dire le système des écoles privées, Eton, où l'élite britannique est formée, et quel rôle ça joue sur justement l'essor du populisme en Grande-Bretagne. Et j'ai trouvé ça très instructif parce que visiblement, le trait, en tous les cas, que lui, il avait trouvé et qui rejoindra ce qu'on a dit sur l'attitude affalée de Jacob Rees-Mogg, qui est aussi un représentant qui a aussi été formé à ces écoles, c'était l'essentiel, c'était pas les connaissances de fond, mais de paraître les connaître. Et que donc, avec cette attitude, on arrivait d'aller loin dans le système britannique. Alors, je ne veux absolument pas jeter l'opprobre sur tout un système, mais apparemment, c'est un trait qui commence très tôt parce qu'on éloigne les jeunes élèves très tôt de leur famille et donc ils sont très tôt dans un système de groupe de la même classe d'âge où celui qui parle le plus fort et qui a les thèses les plus, osées s'impose au détriment des connaissances factuelles. Et apparemment, lui, en tous les cas, cet article est très intéressant, concluait, parce que quand on regarde ceux qui sont pour le Brexit, il y a un nombre exorbitant de gens formés dans ces écoles élitistes britanniques. Donc ça, c'est ma petite remarque sur le lien entre populisme et Brexit. Richard Verly ? Eh bien, je n'y crois pas. Je ne crois pas que l'éducation soit un rempart au populisme, parce que le populisme est d'abord, quand on entend populisme, on parle de populisme des politiciens et de l'exploitation du sentiment populiste par ses dirigeants. Je crois qu'il est avant tout le résultat de moments historiques que des dirigeants peu scrupuleux savent fort bien utiliser, et cette réalité-là, elle sera toujours là, quel que soit le niveau d'éducation des populations, d'autant que n'oublions pas quand même que l'éducation est une affaire à long terme, alors que le populisme est fondamentalement une opération politique à court terme, mais qui s'installe. Lucille Schmitt.
Oui, moi je pense qu'il faut aussi faire le lien avec la question économique, c'est-à-dire que si vous êtes une personne qui a un haut niveau d'éducation, de culture, vous intéressez à la culture, mais vous avez droit au chômage, vous avez droit à un salaire très, très bas, on parlait du précariat évoqué par Dominique Méda dans Zadig, je crois que le sujet est là, c'est-à-dire qu'il y a une articulation à faire entre objectivement l'accès à la culture et l'accès ensuite à des responsabilités sociales et économiques. Donc tout le sujet, c'est au fond comment est-ce qu'on réinstalle de la mobilité et comment on réinstalle la possibilité pour chacun de trouver sa place. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, au fond, les questions qui sont posées en termes de réforme de l'éducation sont aussi des questions économiques. Autre question ? Merci. Oui, merci beaucoup. Je voulais profiter du fait que le Nouvel Esprit Public dispose de 2 correspondants étrangers pour faire un contrepoint vis-à-vis du système scolaire. Parce qu'on a parlé de l'autonomie des élèves, mais en ce qui concerne les professeurs, et donc, étant donné nos invités en Allemagne et en Suisse, quel est leur mode de recrutement au-delà du traitement donc, qui semble plus avantageux financièrement? Quel est le mode de recrutement des professeurs? Est-ce qu'il est entièrement décentralisé? Et quelle est leur autonomie ensuite dans le choix d'installation? Est-ce que dans ces 2 pays, on assiste moins à cette forme de crise des vocations qui concerne l'éducation nationale autant que l'Église catholique en France? Tant que l'Église catholique, c'est peut-être un peu exagéré, mais Michaela Wiegel. Oui, puisque vous avez mentionné le cas allemand. Alors, effectivement, il n'y a pas non plus de centralisation du système de recrutement. Comme je disais, l'éducation est décentralisée, donc il a fait des Länder. Donc, un professeur qui a terminé sa formation, alors, fait important, en Allemagne, tous les professeurs ne doivent pas seulement avoir une formation universitaire, mais aussi être formés dans les classes avec un accompagnement pédagogique très important. Donc la pédagogie joue un rôle très important. On ne laisse pas un professeur sans formation pédagogique enseigner. Donc chaque professeur peut poser sa candidature dans le land qui lui convient. Alors, on a aussi un phénomène, avant tous les professeurs étaient fonctionnaires à vie. On a aujourd'hui un phénomène qu'il y a de plus en plus des professeurs qui ont des contrats, en fait, à durée indéterminée, mais qui peuvent sortir donc du service de l'État. Et du coup, ils n'ont pas le même statut, parce que le statut de fonctionnaire à vie en Allemagne avait cette implication qui suscite toujours la curiosité en France, qu'il renonçait à son droit de grève. Parce que comme il était assuré de servir à vie, il était tellement intimement lié à l'État qu'on avait cette idée déjà de la Prusse qui liait son destin, et donc il n'y avait pas de raison qu'il se mette en grève ou qu'il s'oppose à ce qui se passe. C'est là où on se rapproche de l'Église. Et en ce qui concerne la question de l'autonomie, alors les établissements le chef d'établissement a l'autonomie de recruter, ce qui est différent aussi, d'après ce que j'ai compris, du système français, c'est-à-dire c'est le land qui paye, mais l'établissement qui recrute, et donc qui regarde les candidatures et qui prend le professeur ou la professeure qu'elle juge le plus apte au poste à pouvoir. Et donc ça crée aussi un autre lien entre le chef d'établissement et le professeur recruté, parce que justement c'est un peu comme dans une entreprise, on se met d'accord d'abord sur les objectifs, donc je crois que ça crée une différence, et du coup les syndicats, le taux de syndicalisation est quand même assez fort dans l'éducation en Allemagne, mais les syndicats ne jouent absolument pas le même rôle qu'en France. Richard Verlet. Le système suisse s'apparente beaucoup de ce point de vue-là au système allemand, puisque l'éducation est une compétence des cantons.
C'est à ce niveau que sont traitées les questions d'instruction publique, c'est à ce niveau que sont préparés les programmes, même s'il y a ensuite une concertation, une vérification au niveau national, bien évidemment, et également responsabilisation des établissements pédagogiques, donc des écoles, dans le recrutement de leurs professeurs. Donc là, on a véritablement des similitudes entre les deux systèmes. La question, cela dit, vous disiez au début, monsieur, hors la question du traitement salarial, eh bien, je crois qu'on ne peut pas dire hors du traitement salarial. Ça va absolument de pair. Un exemple très simple, un enseignant en Suisse, disons ce qu'on appellerait en France le second cycle, c'est-à-dire seconde, première, terminale. En Suisse, un enseignant gagne à peu près 6 500 € par mois. Voilà, à peu près. Si vous ajoutez des primes et autres, voilà, 6 500 € par mois, quand je pense qu'en France, beaucoup des enseignants de ce second cycle sont à peu près 2000 et 2500, et je ne prends pas en compte la question des contractuels qui sont encore plus précaires. Donc, en l'occurrence, pourquoi je dis ça? C'est parce que si la rémunération en France était nettement supérieure, je pense que les enseignants seraient capables d'être beaucoup plus flexibles sur beaucoup de sujets. Une partie de leur rigidité, de leur inquiétude, de leur angoisse vient du fait qu'ils sont très maltraités sur le plan salarial. Autre question sur ce sujet, sur un autre, monsieur? Juste prolonger combien d'heures de travail par an, les professeurs en Allemagne et en Suisse? Pour la Suisse, eh bien, écoutez, je ne pourrai pas vous répondre. Je vous promets, je vous donnerai la question, mais j'ai de la réponse, mais je ne l'ai pas en tête. Oui. Combien d'heures, etc. Alors moi, je vais vous révéler mes secrets familiales. Je suis fille de professeur, donc en fait, ça dépend à chaque fois du niveau où vous enseignez, le nombre d'heures. Mais sachez qu'il y a une partie des heures donc rémunérées qui est comptabilisée pour la préparation des cours. Donc, je ne sais pas si c'est exactement pareil. Et il y a la possibilité, par exemple, pour des professeurs qui ont une famille, d'enseigner à heures réduites, avec un salaire un peu réduit en fonction. Donc, normalement, le nombre d'heures, on va dire au niveau collège, parce que c'est probablement les années les plus longues, est à 30 heures. Mais il peut y avoir des variations d'un land à l'autre. Il y a d'ailleurs, c'est assez intéressant, une concurrence aujourd'hui entre les Länder, parce que comme le niveau des salaires en Allemagne est très élevé, on s'arrache les bons professeurs, et donc il y a les Länder du Sud font une concurrence en essayant de recruter les meilleurs sortants de l'université. Si je puis dire une petite chose par rapport à la situation française, moi je pense que c'est très significatif que pendant cette rentrée scolaire, on ne trouve pas des professeurs qui veulent assumer la responsabilité de professeur principal, parce qu'il y a un sujet de rémunération, de reconnaissance de la responsabilité. Je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est la formation continue des professeurs, c'est-à-dire que si aujourd'hui on fait des enseignements spécialisés et des enseignements du tronc commun, lorsqu'on va demander à un professeur de maths ou un professeur de SVT ou un professeur de physique-chimie d'assurer le tronc commun sciences, il y a aussi à expliquer comment est-ce que... je veux dire, être professeur de maths et être professeur de sciences physiques, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une manière de traiter avec une sorte, un peu de mépris quand même, les autres sciences que les maths. Et donc, il y a un vrai sujet sur le fait de donner aux professeurs les moyens d'assumer leurs nouvelles responsabilités. Et puis, en France, là où il y a quelque chose qui pêche par rapport peut-être à l'Allemagne et la Suisse, c'est le fait que les professeurs ne travaillent pas suffisamment ensemble. On dit qu'il n'y a pas assez de collectif de professeurs. Certes, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour donner les moyens aux professeurs de travailler collectivement et de faire apparaître au fond tout le travail, comment dirais-je, invisible qui est le leur. Moi, je ne suis pas en train de dire que les professeurs ne travaillent trop ou pas assez, mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui quelle est réellement leur charge de travail collectivement. Il n'y a pas d'indicateur en France. Et ça, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Merci, monsieur. Ici, là, donc toutes les questions sont sur le Brexit, sur l'éducation, sur le nouvel esprit public aussi, si vous avez des questions. Voilà. Oui, je voulais ajouter que quand on a des débats de comparaison de salaire d'un pays à l'autre, je pense qu'il faut intégrer globalement la condition de chacun, c'est-à-dire pas seulement combien d'heures par semaine, mais c'est aussi combien
combien de mois on travaille sur une année? Est-ce qu'on compare tout? Parce qu'en France, on sait très bien qu'on a des congés scolaires extrêmement longs, qui sont le fruit aussi de négociations avec le lobby du tourisme, et que ça fait des années et des années que ce sujet vient sur la table et qu'il n'est jamais résolu à cause de cela. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte avant de s'emparer de... Parce que quand on vous écoute, monsieur, 6000, 2005, c'est absolument scandaleux. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Eh bien, écoutez, c'est peut-être complexe, mais c'est aussi scandaleux. C'est-à-dire que quand il y a tant de différences pour un même métier, là je prends l'exemple de la Suisse francophone, donc même métier, même langue, même référence culturelle, etc. Je trouve que franchement, la rémunération, quelqu'un l'a dit, Lucille l'a dit, la rémunération en France des enseignants est scandaleuse. Ils sont trop peu payés par rapport à la responsabilité que la société leur donne aujourd'hui. Quelques enseignants dans la salle opinent du chef. Je voulais juste ajouter probablement un mot sur la durée des vacances. Effectivement, quand on compare avec l'Allemagne, on n'a que 6 semaines l'été, tout niveau scolaire confondu. Et on a dans les petites vacances sont beaucoup plus courtes. Il n'y a pas de vacances de février, par exemple. Il y a des vacances autour de Noël et à Pâques. Mais donc le calendrier au total, les heures enseignées sont beaucoup plus importantes sur l'année. Oui, cela dit, tout le monde sait que c'est justement quand on a du temps libre que ça coûte le plus cher, parce que quand on est obligé d'aller travailler tous les jours, on n'a pas l'occasion de se livrer à des dépenses excessives, tandis que dès qu'on a des congés, on peut au contraire se ruiner facilement. Oui. Alors, dans le prolongement des questions sur le Brexit, par contre, j'aurais une question sur un grand pays, mais petit par la superficie, la Suisse, où j'aimerais aussi avoir le point de vue des intervenantes, pas juste de notre intervenant suisse. Vous avez dit que la Suisse se portait bien sans être dans l'Europe, mais est-ce que le fait de la bonne santé économique et politique de la Suisse n'est pas aussi dû au fait qu'elle est entourée d'une Europe en paix, d'une Europe qui a fait des accords entre eux et dont elle peut aussi bénéficier de cette manière? Absolument. Commençons par l'indigène. Richard. Absolument, c'est tout à fait clair. Le marché de l'Union européenne est évidemment le premier partenaire commercial de la Confédération, et c'est au nom de cela, de l'importance de ces relations économiques, que après le refus par référendum, un référendum a eu lieu en 1992 sur l'entrée de la Suisse dans l'Association européenne de libre-échange, la ELE, et dans l'espace économique européen, qui sont des satellites de l'Union européenne. Et là, sur l'espace économique européen, les Suisses avaient répondu non. Eh bien, il a fallu que les diplomates suisses s'activent pour négocier une centaine d'accords bilatéraux au nom de ce que vous dites. Ça a été plutôt bien fait, évidemment compliqué, mais vous avez absolument raison. La prospérité de la Suisse ne peut pas être déliée de ses voisins immédiats. Quelqu'un d'autre veut... Et de la manière, donc quand même, disons-le, et c'est sans doute ce que veut, enfin c'est évidemment ce que veulent les Brexitaires au Royaume-Uni, de la manière, de la marge de manœuvre dont vous disposez lorsque vous n'êtes pas membre d'une union qui vous entoure, sachant que vous êtes placé au milieu géographique de cette union. Là, il y a matière à débat. Est-ce que c'est une forme d'ambiguïté profitable dont la Suisse a su tirer profit? À mon avis, là, c'est une évidence. Oui, moi je dis juste une petite chose, c'est qu'à mon avis, la Suisse est assez admirable sur les éléments de démocratie, d'écologie. Après, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'échelle. C'est comme si aussi on comparait, enfin je veux pas dire de mal de la Suisse sur le plan de l'échelle, mais si on compare la France à la Finlande ou à la Suisse, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de non-transposition possible du Royaume-Uni par rapport à la Suisse en termes d'enjeux économiques, démographiques, etc. Voilà, donc je pense que c'est pas transposable. Y a-t-il encore une question? Oui, il y en a deux, même une ici et une là. Ah oui, c'est pour ça qu'on a pris un jeune homme, c'est parce qu'il faut avoir des jambes et pas seulement...
Oui, je voulais revenir sur la question du Brexit. Alors d'abord sur le dernier point, avant de reparler du Brexit, dernier point qui a été évoqué, moi, il me semble que le projet européen est loin de se résumer à des accords commerciaux. Et donc l'exemple avec la Suisse, là-dessus, je suis beaucoup plus réservé. Je vous ai écouté un peu de scepticisme aussi, parce que moi, pour ce qui est de la Grande-Bretagne, je suis prêt à admirer la rigueur du speaker John Bercow et aussi la culture athénienne dont vous parlez, Philippe Meyer, de certains représentants, de certains honorables membres du Parlement. Mais moi, je suis surtout frappé par le délabrement de cette classe politique britannique, parce que vraiment, elle n'a rien d'honorable. François Bujon de l'Étang avait rappelé, je me rappelle ici, cette catastrophe qu'avait été l'absence de la question irlandaise dans la campagne pour le référendum. Et alors, bon, on ne reviendra pas sur le Parti conservateur, vous avez dit tout ce qu'il fallait, mais vous n'avez pas parlé du Labour. Alors là aussi, je pense qu'on est en matière de délabrement, parce que fait le leader de l'opposition? Il commence d'abord par se mettre au premier plan et dire qu'il est prêt à prendre la place. Alors que une attitude responsable aurait consisté d'abord à se dire qu'une personnalité moins clivante permettrait peut-être d'organiser une majorité pour éviter la catastrophe du Brexit dur. Donc là, j'avoue que s'il y avait... Je ne voudrais pas être électeur britannique si j'avais à faire un choix pour les prochaines élections. Je vous assure que je serais extrêmement gêné. Bon, et autre chose, bon, vous avez un peu parlé du... Je crois qu'il n'y a pas que la classe politique qui me paraît délabrée. Il y a un délabrement moral de la population. Il n'y a qu'à voir le dernier film de Ken Loach. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Bon, excusez-moi, nous avions la chance, dans une modeste commune de Loire-Atlantique, on nous l'a présenté en avant-première. Eh bien, Sorry We Missed You, le dernier film de Ken Loach, montre une population qui est dans un état de délabrement moral absolument inquiétant. Donc, et ça aussi, ça a participé à mener la Grande-Bretagne dans la situation où elle est, Brexit dur, pas dur, et puis aussi, quelle est la solution aujourd'hui? Reporter à nouveau, moi, je veux bien, on va dire non, je veux pas, mais franchement, qu'est-ce qui pourrait être apporté? La seule chose vraiment positive, ça serait un nouveau référendum. Vous ne croyez pas? Alors, d'abord, je pense que vous avez raison sur le fait qu'il ne faudrait pas prendre pour un emballement excessif les propos que nous avons pu tenir, en tout cas moi, sur la vie parlementaire britannique. Et qu'en effet, j'ai pu avoir l'air de confondre un moment de cette vie parlementaire, qui est celui qu'on vient de vivre, avec un État. Et en effet, l'État du Parlement britannique n'est pas aussi florissant que ce moment du Parlement britannique. Sur le Parti travailliste, là aussi, vous avez raison de souligner que nous n'en avons pas parlé. Et pour résumer un peu, ou pour faire image en tout cas de la situation du Parti travailliste, sans doute faut-il dire ou rappeler que si Jeremy Corbyn n'a pas accepté les élections que Boris Johnson lui proposait après avoir dit qu'il allait y aller, qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'il allait revenir et prendre la tête du gouvernement, c'est sur les conseils de celui qui est son antithèse absolue au Parti travailliste, c'est-à-dire Tony Blair, qui lui a dit « mais il ne faut pas y aller, c'est absurde d'y aller avant le Brexit », c'est évidemment le piège dans lequel Johnson et du coup Jeremy Corbyn... Je cherche une expression. Ma grand-mère avait une expression que j'aimais beaucoup, elle disait « lui, il n'a pas mordu les Russes ». J'ai l'impression que c'est un peu le cas de Jeremy Corbyn qui tout à coup s'est précipité dans le conseil que lui a donné Tony Blair et a dit « non, c'est épouvantable, c'est un piège diabolique ». Et l'état du parti travailliste est pour le moins aussi désastreux que celui du Parti conservateur, sans compter que les positions de Jeremy Corbyn sont marquées par le sectarisme, même par un antisémitisme qui n'est pas totalement original d'ailleurs dans les milieux de la gauche britannique, mais qui font qu'il n'y a pas lieu d'être très rassuré sur ce qui pourrait se passer. Quant à un deuxième référendum, les arguments en sa faveur sont importants parce que, au fond, le peuple britannique a voté
pour la sortie de l'Union européenne. Pourquoi ne lui demanderait-on pas maintenant de voter sur les conditions de cette sortie de l'Union européenne? Il n'y a pas d'entourloupe. C'est pas une façon de faire un tour de passe-passe. D'autant plus que la différence entre ce que les partisans du Brexit avaient annoncé au peuple britannique et ce qui se profile est une différence qui est vraiment substantielle. Et je ne parle pas seulement de ce rapport gouvernemental auquel je faisais allusion tout à l'heure dans ma présentation du sujet sur le Brexit. Mais si ce deuxième référendum me semble avoir des justifications nombreuses et substantielles, je ne crois pas que les forces pour le réclamer soient aujourd'hui, mais il faut dire que la rapidité avec laquelle les choses changent en ce moment pourrait bien démentir ce que je suis en train de dire, peut-être même dès demain. Enfin, sur la vie parlementaire et sur le speaker de la Chambre des communes, oui, il ne faut pas encore une fois prendre le moment pour un État, mais quand même. Est-ce que vous n'avez pas été pris d'une espèce de, de rêve en suivant à la BBC ces débats à la Chambre de communes et en disant mais ça pourrait se passer en France. Il pourrait y avoir cette vitalité de la discussion et même cette qualité de rhétorique dans ce département français, dans cette assemblée, dans ce Parlement français. Et puis on pourrait aussi... Je ne pense pas que le fait de connaître Périclès fasse de quelqu'un un homme politique particulièrement admirable, encore que je crois quand même aussi que je me sens en tout cas plus heureux avec des hommes politiques qui connaissent Périclès qu'avec des hommes politiques qui parlent le disruptif. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Après, il nous restera Moi, je voulais dire une petite chose, c'est que Philippe a rappelé tout à l'heure que les sondages britanniques étaient souvent faux et qu'on voit bien dans les sondages actuels, s'il y avait des élections générales, que donc les conservateurs l'emporteraient, ensuite viendraient les travaillistes, puis les libéraux-démocrates, puis les Verts. Et moi, je me demande si les choses sont aussi stabilisées que ça. Et en fait, en fonction des positions des uns et des autres et de l'émergence de telle ou telle figure, il me semble que les libéraux-démocrates, en tout cas, vont bouffer des petits pâtés sur la tête des conservateurs et que Boris Johnson pourrait bien affaiblir notablement les conservateurs avec son attitude et que c'est des libéraux-démocrates, sans doute, que viendront des perspectives pour la politique britannique. Il y avait une dernière question qui était... C'est vous, Madame Lao, je crois. Pour revenir sur la question de l'éducation, vous avez cité en début de réunion, vous avez cité un chiffre qui est celui du nombre des professeurs. Je crois que vous avez dit 1,5 million de professeurs. 1,1 million. Non, pas 1,1 million professeurs. 1,1 million fonctionnaires qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Mais ça fait compte dans cette énumération, cette comptabilité, les fonctionnaires de l'Éducation nationale, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on peut savoir quel est le nombre de professeurs qui est au contact des élèves ? Je pense que l'Éducation nationale devrait pouvoir le dire, mais est-ce qu'elle le dira? Est-ce qu'elle le sait elle-même? Est-ce qu'elle a cherché à le savoir? Est-ce qu'elle considère que ce chiffre est un chiffre qu'on peut donner à tout le monde ou qui risque au contraire, en montrant qu'il y a un nombre de fonctionnaires particulièrement importants qui ne sont pas en contact avec les élèves, qui profitent de certaines délégations de services, etc. J'ai peur que... Il me semble me souvenir qu'à un moment donné, du temps où il était ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire la terre était humide et molle du déluge, comme dit le poète, François Bayrou avait fait une vague tentative de mettre en avant cette diversité des emplois à l'intérieur de l'Éducation nationale, mais il avait battu en retraite, il me semble, assez vite à cause de l'opposition d'un certain nombre d'organisations professionnelles. Mais peut-être je me trompe, c'est un souvenir un peu lointain. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette émission et à sa suite. Et donc, à vous rappeler que le prochain Esprit public en public, c'est le dimanche 13 octobre. Merci à Laurie Galigani, à Christian Sory, à Nicolas Tourneau, à Benoît Carré, à Olivier Magloire et à Julien Neuville et bien sûr à l'École alsacienne. À la semaine prochaine.